intervenants que j'ai le plaisir de recevoir sur scène. Merci à tous les trois d'être avec nous. Maxime Puteaux, vous représentez Nova Space, vous êtes consultant, c'est un cabinet de conseil spécialisé donc sur les questions spatiales, on l'aura compris. Guillaume de Dinéchin, vous êtes le président d'Astria, SpaceRix. Vous êtes également consultant, expert des questions spatiales. Vous avez aussi un parcours dans l'assurance spatiale, en tant que courtier en assurance. Et Édouard Merlet, vous êtes responsable des activités aérospace, on va dire aériennes, pour la Réunion aérienne. Donc merci à tous les trois. Alors quand on pense aux défis de l'assurance spatiale, on pense bien sûr aux risques qu'il faut couvrir, qui peuvent se multiplier, évoluer. On entend beaucoup parler de la surpopulation de l'espace, multiplication des satellites qui viennent même polluer, on parle de pollution spatiale. Donc je voulais d'abord vous demander où on en est concrètement de cette surpopulation de l'espace et des risques que ça peut entraîner. Je crois, Maxime, on va passer une petite slide parce que vous nous aviez fourni un petit panorama pour voir un petit peu comment se présente l'espace. On vit un moment en fait qui est assez intéressant, voire excitant dans l'industrie spatiale à deux titres. À la fois sur des bouleversements au niveau des ordres de grandeur. On n'a jamais autant lancé de satellites et on n'a jamais autant tiré de lanceurs. Et en même temps, on a aussi des changements de marché avec une enveloppe d'incertitude assez élevée. Et en fait, l'industrie spatiale, aujourd'hui, pour faire simple, elle est à la croisée des chemins, elle est confrontée à un changement technique et un changement de marché qui, du point de vue de l'audience que vous représentez, est un cocktail assez explosif au niveau de risque. Très rapidement, au niveau des ordres de grandeur, on lance à peu près 2000 satellites par an depuis 5 ans. Si je prends les chiffres de 2015, le nombre de satellites a été multiplié par 10, le nombre de tirs de lanceurs a été multiplié par 3, et quand on se projette un petit peu dans le futur, au niveau des statistiques qu'on développe chez Nova Space, dans nos prévisions, on pense qu'on lancera en moyenne dans les 10 prochaines années 10 satellites par an, mais surtout 8 tonnes de satellites par jour. Ce qui n'est pas sans créer quelques problèmes au niveau des risques de trafic, puisque l'espace, la physique étant ce qu'elle est, lorsqu'on lance quelque chose dans l'espace, à la plupart du temps, il y reste. Donc c'est comme si sur le périphérique, vous aviez des véhicules avec des conducteurs au volant, puis des véhicules dont les conducteurs auraient sauté une fois que le satellite ne fonctionne plus. Donc ce sont des grosses problématiques. Puis ces satellites-là restant en orbite autour de la Terre, on a du coup des satellites fonctionnels, non fonctionnels, et du coup on a aussi des débris, ce qui n'est pas sans créer quelques préoccupations aujourd'hui. Toute opportunité, tout risque, toute menace étant aussi opportunité pour d'autres secteurs de l'industrie. Il y a aussi tout un écosystème qui se développe à partir de ça. Et voilà, pour résumer, le monde grandit dans le spatial, mais le monde aussi change très fortement. Merci déjà d'avoir un peu posé le contexte. Voilà où on en est actuellement. Et justement, un des premiers risques qui peut venir en tête, vous l'avez un peu évoqué, que ce trafic, finalement, il y a un petit peu d'embouteillage. Est-ce que le risque collision est un vrai sujet, un vrai enjeu pour les assureurs du spatial? Guillaume de Dinéchin, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est un vrai sujet ou c'est un petit peu un fantasme finalement dans l'effet de satellites qui entrent en collision ou des débris? Ça n'arrive pas tous les matins non plus. C'est paradoxal parce que c'est un vrai sujet. Au sens où le risque existe et il a été multiplié infiniment ces dernières années par le nombre de satellites qui orbitent autour de l'espace. Et curieusement, il est très peu pris en compte par les assureurs. C'est-à-dire qu'on pourrait facilement avoir une exclusion dans les polices d'assurance qui couvrent les satellites en orbite, qui exclurait le dommage lié aux collisions. On ne l'a pas. C'est tant mieux pour les opérateurs, c'est tant mieux pour les acheteurs d'assurance. Et il y a aussi le fait tout simplement qu'il est de fait difficile de mesurer le risque. Comme aucune collision n'a encore eu lieu dans l'espace, il y en a eu une ou deux mais qui non pas mineures mais totalement exceptionnelles, et il n'y a jamais eu de sinistre majeur lié à une collision. Donc pour l'instant, les marchés de l'assurance spatiale ne réagissent pas avec ni une exclusion, ni une gradation des primes en fonction du type d'orbite. Quoique, marginalement, certains assureurs prennent ça en compte lorsqu'il s'agit d'orbites dont on sait qu'ils sont plus susceptibles de collision que d'autres, les orbites basses. Certains assureurs même vont jusqu'à se dire
on ne prend pas de risque à ces orbites-là. Mais encore une fois, c'est très marginal. Donc la réponse, en bref, c'est oui, le risque existe, il est patent, il n'a jamais eu lieu, et curieusement, les marchés l'anticipent ou ne le manifestent pas beaucoup. Édouard Merlet, j'ai envie de vous faire réagir. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain de la part des assureurs ? Oui, merci. Je vais réagir sur les propos de Maxime et de Guillaume, oui, sur le fait que le risque de collision en fait sur les orbites basses, c'est pas un risque nouveau pour les assureurs, c'est un risque qui a toujours été identifié. Je rejoins Guillaume sur le fait que c'est assez difficile de mesurer avec précision la probabilité de collision. On peut voir parfois des représentations de satellites et d'orbites basses complètement saturées, mais en oubliant de préciser que les satellites ne sont pas à l'échelle et que voilà, on peut être un petit peu dans la catastrophe. Mais c'est un risque qui grandit néanmoins et qui est, j'allais dire, dans notre radar pour plusieurs raisons. La première, c'est celle qui a été évoquée par Maxime. Hein. Il y a de plus en plus d'activités humaines, il y a de plus en plus de lancements, de satellites lancés, de constellations. Donc une activité qui en fait entraîne de la densité sur certaines orbites et certaines altitudes. Et ensuite, le fait que les portefeuilles des assureurs spatiaux, il a changé ces dernières années. En fait, si on regarde la constitution d'un portefeuille d'un assureur spatial il y a 15 ans et celui d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à voir. La période précédente, on était sur des satellites géostationnaires, donc des satellites qui sont sur des orbites où le risque de collision est plutôt minime. Avec l'accès à l'orbite basse, la commercialisation de l'orbite basse et l'essor du New Space, on se retrouve avec des orbites basses qui sont plus saturées et qui prennent un peu plus de place dans le portefeuille des assureurs spatiaux. Et justement, vous le dites, hein, effectivement, il y a une multiplication du nombre de satellites, mais aussi, c'est pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'on voit toujours les très très gros qui coûtent très très cher, et puis aussi des plus petits construits plus rapidement, pas forcément avec les mêmes matériaux, les mêmes composants. Est-ce que ça a accru le risque de défaillance matérielle, parce que quand on construit plus vite et moins cher, en général, voilà, ça peut vivre un peu moins longtemps. Est-ce que ça, vous le voyez, Édouard, si vous voulez Ouais, je trouve qu'il y a une phrase qui résume assez bien la philosophie de certains acteurs sur ce segment-là. C'est en gros, le fait d'avoir un échec le plus rapidement possible pour apprendre. Fail fast, learn fast. Donc en fait, avec des acteurs qui peuvent être prêts à supporter du risque, prêts à réduire les coûts au maximum pour construire des satellites ou développer des lanceurs, et on peut observer ensuite des taux de fiabilité qui sont largement inférieurs à de la technologie éprouvée, avec un peu plus d'héritage et sur lesquels on a déjà plus de données. Maxime, vous vouliez réagir? Il y a même, au-delà des choix techniques qui ont été faits, donc de faire des satellites moins chers mais beaucoup plus nombreux et s'assurant de fait par la redondance et plus pas forcément par l'assurance, il y a aussi des modes d'opération qui sont complètement nouveaux. Starlink, pour ne pas le nommer, a appris en 2018 à gérer les alertes anti-collision, et lorsque un de ces satellites menaçait un des satellites de l'Agence spatiale européenne, s'est retrouvé de fait à se demander à qui parler, comment contacter. Donc on est à la fois sur une nouvelle approche technique mais aussi une nouvelle gestion du risque. C'est ce que disait Guillaume, aujourd'hui, pour caricaturer, on vole presque en aveugle. On a des catalogues, il y a des capteurs, des télescopes, des lasers, des radars qui permettent de caractériser les risques, mais on a quand même une enveloppe d'incertitude, donc une marge d'erreur, une bulle virtuelle autour de chaque satellite qui est assez grande. Ce qui fait qu'à peu près 99% des alertes anti-collision, de dire attention, votre satellite va croiser celui de quelqu'un d'autre, se trouvent en fait des faux positifs, puisque ça ne débouche heureusement pas sur une collision. Et le but, en fait, c'est aussi de densifier, de réduire cette enveloppe de vol et d'incertitude pour densifier et faire en sorte qu'on puisse passer plus d'objets sur un même réseau. Et justement, vous l'évoquez un peu, les informations qui ne sont pas toujours faciles à récupérer. Il y a quand même cette question aussi de la data, des données, parce que vous avez un satellite parfois défaillant, mais il reste en orbite. On ne peut pas aller envoyer un mécano, parce que ce n'est pas une voiture qui est en panne sur la route, hein, si je caricature. Est-ce qu'il y a aussi ce challenge-là de récupérer la data, de s'assurer de sa fiabilité? Guillaume, est-ce que ça aussi, c'est quand même un vrai défi pour les assureurs? Alors pour les assureurs, l'assurance spatiale est un peu particulière en ce sens qu'un satellite est couvert pour sa performance. Quel que soit le mode de défaillance, ça n'a pas d'importance, c'est couvert. Donc on va calculer, on va déterminer le fonctionnement du satellite et on va élaborer une formule de perte qui détermine
le sinistre à payer en cas de défaillance. Et ça, évidemment, ça va être assez facile à récupérer, les données qui vont permettre de caractériser le fonctionnement du satellite et sa performance, puisque c'est précisément l'objet du satellite. Donc, pour répondre à la question, en général, il n'y a pas trop de problèmes pour récupérer les datas qui permettent de caractériser le fonctionnement d'un satellite. Quelquefois, cependant, il y a des problèmes pour déterminer la cause de la panne et de savoir si, par exemple, elle tomberait sous une exclusion. Ou voir s'il pourrait y avoir des remèdes qu'on pourrait appliquer au satellite pour diminuer le montant de la perte. Et pour ça, les données sont quelquefois un peu difficiles à obtenir. On serait très content dans certains cas, s'il s'agit d'une défaillance mécanique, par exemple un panneau solaire qui s'est mal déployé ou une antenne qui s'est mal déployée, un réflecteur, on serait content d'avoir des photos qui permettrait de voir exactement la disposition de l'antenne ou du panneau solaire. Bon, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare d'en avoir. Donc, en général, on a bien les datas qu'il faut. Et dans certaines circonstances, on aimerait en avoir un peu plus, mais j'envoie la balle à l'assureur qui complétera. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que nous, notre métier d'assurance repose sur l'information et la qualité de l'information qu'on a au moment de la souscription et au moment du sinistre. Et vous l'avez très bien rappelé, on ne trouve pas d'experts pour aller dans l'espace en cas de défaillance ou en cas de panne. Mais c'est... j'allais dire l'expertise, elle est faite au niveau des équipes et au niveau de cette notion particulière qui est que l'information nous est donnée de l'opérateur, de l'assuré. Aujourd'hui, il y a des missions qui sont lancées pour étendre la durée de vie de satellites, par exemple, pour pouvoir les positionner sur d'autres orbites. On parle aussi de missions pour pouvoir aller réparer d'autres satellites, observer. Donc, est-ce que ça ouvre la porte à un champ d'application aussi pour réduire les pertes ou pour apporter des mesures correctives? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il y a des acteurs qui travaillent sérieusement. Ça bouge sur le sujet. Quand on a préparé cette table ronde, Guillaume, vous m'aviez ouvert un angle que je n'avais pas forcément en tête. Vous m'avez dit oui, mais on ne parle pas tout le temps aussi de l'impact que pourrait avoir une donnée transmise par un satellite et qui serait erronée en raison d'une défaillance. Par exemple, ça envoie une mauvaise donnée et Waze dit n'importe quoi et le chauffeur a un accident. Enfin, c'est pour faire quelque chose, c'est pas pour citer une application en particulier, mais pour vous donner un exemple concret. Ça, c'est un peu le trou dans la raquette finalement. Pour l'instant, on n'a pas encore... C'est une question horriblement difficile parce que c'est la responsabilité produit d'un côté et d'autre part, ça se mélange avec les conventions internationales qui règlent les dommages causés par un engin spatial. Il y a une convention de 72 en particulier, une convention internationale signée par la plupart des pays qui opèrent dans le spatial et qui rend l'état de lancement indéfiniment responsable pour tous les dommages sur Terre et dans l'espace, avec une responsabilité absolue pour les dommages sur Terre et une responsabilité pour faute dans l'espace. Alors, dérouler la plotte juridique, s'il y a un sinistre de ce type-là, ça va être assez difficile. Il se trouve que, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de sinistre qui se soit réglé sous l'égide de ces conventions-là. Ça passe par la voie diplomatique, ça va être assez compliqué. Cela dit, les opérateurs qui ont ou qui relaient des données de type GPS, par exemple, par satellite, prennent une assurance responsabilité civile pour couvrir ce type de dommages, en effet. Est-ce qu'il y a aussi le besoin de renforcer le cadre réglementaire pour un petit peu border tout cela? Parce que finalement, quand on est dans l'espace, c'est planétaire. Est-ce qu'il faut une harmonisation, même au niveau des États, pour éviter justement ces dilemmes parfois? Maxime, est-ce que vous en pensez? Étant juriste de formation, je dirais qu'en regardant le sujet avec cette prisme-là, il y a deux intérêts contradictoires. Il y a le mieux-disant d'un point de vue réglementaire juridique, qui va tendance à protéger, voire surprotéger, et puis de l'autre côté, il y a le moins-disant qui va chercher à attirer des industriels en ayant un régime assez favorable aux affaires, et il y a un vrai tiraillement.
Donc aujourd'hui, les États étant responsables de leurs activités nationales, chacun adopte des réglementations. Il y a des pôles d'influence juridique, l'Union européenne en est un en particulier, les États-Unis le sont compte tenu de l'avance de leurs activités et de la taille de leurs activités, le reste du monde s'en inspire. Et c'est vrai qu'il y a quand même un tiraillement, et même au sein de l'industrie spatiale américaine, il y a, face à tous les efforts que l'administration précédente a pu déployer en termes de responsabilité, c'est-à-dire par exemple, au-delà d'une certaine altitude, vous devrez avoir une propulsion pour manœuvrer et vous déorbiter, sous peine de quoi vous resterez éternellement un débris. Et ben, ce genre de proposition-là s'est avéré assez fraîchement reçu par l'industrie qui, elle, cherche à minimiser les coûts, c'est-à-dire rendre les satellites les plus légers possibles, les plus performants, et ne pas rajouter de poids extra. Donc on a ce tiraillement, et d'un autre côté, vu qu'on atteint des ordres de grandeur qui n'ont jamais été atteints jusqu'à présent, et avec une concentration des risques aussi, c'est ce que je montrais dans l'infographie tout à l'heure, vous avez une poignée d'acteurs qui vont lancer qu'à peu près entre 70 et 80% des satellites en nombre. En valeur, c'est beaucoup plus petit, aux grandes dames des autres industriels, mais ça veut dire que cette concentration de risque, elle va peut-être pour la première fois entraîner une prise de responsabilité, et face à la tragédie des communs où chacun est relativement indifférent à des horizons de temps qui nous dépassent, les risques qui sont en cours aujourd'hui menacent même la durabilité de l'activité de cette poignée d'acteurs. Dit autrement, si OneWeb ou Starlink un jour créent des débris à cause de leurs satellites et ne font rien, ça menace la pérennité même de leurs activités. Et donc là, il y a un espoir de la part des industriels et peut-être par le truchement de l'assurance de faire quelque chose, c'est-à-dire où le coût de l'inaction serait supérieur au coût de l'action. Alors acheter de l'information pour réduire le degré d'incertitude, faire appel à des éboueurs de l'espace pour aller déorbiter, lancer ces satellites plus bas que d'habitude, tout ça pour finalement maintenir la pérennité déjà des activités spatiales, mais surtout dans leur propre business. Édouard, c'est votre ressenti également? Oui, et juste un point, je voudrais rajouter pour illustrer ça, mais c'est vrai que dans l'espace, il n'y a pas de code de la route, donc on n'a pas en fait, on a besoin d'un cadre réglementaire. Et aujourd'hui, le propriétaire d'un satellite qui a une alerte pour une collision potentielle avec un autre satellite a le choix d'opérer une manœuvre ou non. Et c'est la même chose pour un propriétaire d'un débris, que ce soit un morceau de lanceur, un étage supérieur ou un satellite d'ailleurs actif ou passif, de dire non, ne touchez pas à mon satellite, même si vous avez les moyens de l'enlever sur l'orbite. On voit bien qu'on arrive sur des notions qui vont être difficiles à traiter s'il n'y a pas une harmonisation des règles au niveau des puissances internationales. On a beaucoup parlé géopolitique pour cette édition de Paris Math, actualité oblige. Elle a même été introduite ainsi hier matin. Est-ce que le risque, je dirais, défense prend aussi de l'ampleur dans les contrats d'assurance? Je reste avec vous, Édouard, peut-être. Alors, nous, nos polices d'assurance, sur nos polices dommages, on exclut les risques de guerre et les risques qui seraient liés à une attaque, un sabotage, voilà, tel que c'est listé dans la police. On sait évidemment qu'avec les tensions géopolitiques actuelles, ça crée on va dire des actions ou des initiatives aussi dans l'espace. Et aujourd'hui, on n'a pas été, j'allais dire, confronté directement à une situation qui appellerait à lever l'exclusion, enfin, ou en tout cas appeler l'exclusion pour les assureurs. On reviendrait en fait à la notion dont on parlait juste avant sur l'accès à l'information aussi. Comment être sûr que c'est bien une attaque qui revendique, est-ce qu'elle est revendiquée? Enfin voilà, on voit là aussi le lot de difficultés qui l'accompagne. Alors un mot rapide sur la dimension environnementale, parce qu'on voit justement cette multiplication des satellites. Est-ce que vous, en tant qu'assureur et expert de l'assurance spatiale, c'est aussi un point qui, selon vous, prend de l'importance de dire à vos clients qui se soucient d'être vertueux, de ne pas multiplier ceux qui s'assurent, hein, évidemment, les autres, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Est-ce que là aussi, vous avez un travail aussi de sensibilisation? Peut-être Édouard, mais vous pouvez aussi réagir. Je pense que de manière individuelle, en tout cas en tant qu'acteur de l'assurance spatiale et en tant qu'assureur, quand on est avec son client et qu'on reçoit de l'information sur la mission, sur quels sont les projets une fois que la mission est terminée, est-ce qu'il y a un système de propulsion pour justement désorbiter le satellite, quelles sont les mesures qui seront prises, c'est de cette manière-là qu'on peut influencer. Je pense que ça sera accentué s'il y a en plus
plus un consensus marché, ce qui n'est pas le cas nécessairement aujourd'hui, chacun agissant dans son coin. Et pour cet aspect environnemental, c'est vrai que c'est le lien, enfin moi je trouve que c'est intéressant dans cette image où on voit l'industrie de l'aviation, de l'aéronautique qui est souvent pointée du doigt, on parle des 3% d'émissions globales, on voit des avions, voilà, tout de suite à l'esprit ça pollue, on voit des fusées, on peut se dire qu'il y a beaucoup de fumée, que ça pollue, etc. C'est très subtil et c'est vraiment une question qui est très complexe sur l'impact environnemental. En ce qui concerne l'industrie spatiale, en fait ça va dépendre évidemment du mode de technologie et de système de propulsion employé. C'est pas la même chose si on utilise de la propulsion solide ou si on utilise un moteur cryogénique par exemple pour l'impact environnemental, mais il faudrait même remonter sur toute la chaîne de gestion des ergols, de stockage, de transport, d'utilisation. Donc c'est vraiment une image qui est très complexe, mais en tant qu'assureur, on peut aussi se positionner sur des missions qui vont être réalisées dans l'espace. Nous, notre choix, par exemple, il est de ne pas assurer des missions de tourisme spatial, par exemple. On n'est pas aligné avec ce type de mission. On est infiniment convaincu, moi à titre personnel et à titre professionnel, on est infiniment convaincu que le spatial est nécessaire pour tous les bienfaits qu'on connaît au niveau des télécommunications, de l'observation, de la science, etc. On est moins convaincu et moins aligné avec le tourisme spatial par exemple. Donc c'est des prises de position qui vont être, j'allais dire, individualisées au niveau des marchés, avec un besoin peut-être au niveau, un consensus marché en tout cas, pour avoir plus d'impact. Vous souhaitiez réagir? On n'a jamais autant parlé du spatial depuis quelques années et finalement tant mieux, ça donne de la visibilité à l'activité, mais aussi en contrepartie on est aussi exposé naturellement à la critique et il y a un vrai enjeu pour l'industrie de se distinguer et de faire la séparation entre les activités réellement utiles. Une bonne partie des variables de suivi du changement climatique sont nécessairement accessibles uniquement via l'espace, une bonne partie de nos infrastructures de télécom et d'observation aussi, mais à côté de ça, il va y avoir un enjeu d'acceptabilité ou de rejet d'autres activités, le tourisme spatial. Est-ce que Katy Perry et la fiancée de Jeff Bezos qui font des galipettes en orbite, qui polluent autant que nous pendant 70 ans, est-ce acceptable? Et de manière assez naturelle, on va être obligé de se justifier aussi. Les agences spatiales au premier plan, aujourd'hui, dans les appels d'offres, demandent à montrer patte blanche en termes de durabilité, en termes d'analyse de cycle de vie. Et le problème, c'est que il va falloir convaincre que l'espace est utile pour la Terre, mais aussi de faire la différence entre ce qui est la pollution invisible et la pollution réelle. Le lancement, c'est spectaculaire, c'est la partie la plus fascinante, la moins profitable de l'industrie, mais c'est paradoxalement une activité pas forcément la plus polluante. C'est tout ce qui se passe en amont qui souvent génère de la pollution, et il va falloir avoir beaucoup de pédagogie, sinon on se risque de retrouver avec des manifestations, une opposition frontale et assez peu nuancée à nos activités. Alors un point sur lequel j'aimerais beaucoup que vous réagissiez tous les trois. Moi, dans mon esprit, les défis de l'assurance spatiale, je pensais à la typologie de risques. Est-ce qu'il y a des nouveaux risques? Est-ce que certains montent en puissance? On en a parlé. Mais il y a aussi le marché en lui-même qui évolue beaucoup avec ces nouveaux acteurs, dont certains qui ne s'assurent pas. Et pour les assureurs, c'est des nouveaux défis pour eux, pour leur survie. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec cela, j'imagine? Est-ce que vous voulez réagir? Je vois tout Guillaume opiné du chef, Maxime également. Guillaume, allez-y, je vous en prie. C'est un marché qui est très particulier parce qu'il y a extrêmement peu d'événements qui sont couverts. Donc quand vous assurez une flotte de voitures ou enfin, vous faites de l'assurance voiture, il y a des millions de voitures qui circulent et donc on sait établir des statistiques et on sait modéliser les primes, les risques, etc. En assurance spatiale, il y a les bonnes années, une quinzaine de lancements. Donc la loi des grands nombres ne s'applique absolument pas. Donc on est toujours en train d'analyser un risque pour ce qu'il est en tant que risque intrinsèquement. Puis on va aller regarder les configurations du satellite pour savoir si il a un risque de panne, les redondances, les marges de différents types. Sur les lanceurs, on a un phénomène qui est complètement nouveau, c'est le Falcon 9 qui lance 200 fois par an à peu près, alors qu'on était habitué à avoir donc là on peut avoir des statistiques, hein, mais ça reste que 200 fois. Et l'évolution du secteur est telle que le nombre de gros satellites qui représentent 300-400 millions de dollars individuellement en somme assurée
Ce nombre de satellites-là diminue au profit de ce que vous disiez tout à l'heure, les plus petits satellites et qui sont lancés par grand nombre. Et là, l'opérateur, le propriétaire du satellite se dit, vu le prix du satellite à quelques millions d'euros, j'en ai besoin de 10, j'en lance 12 et je ne prends pas d'assurance. Alors que c'était évidemment impossible à faire avec un gros satellite de 450 millions de dollars qui va occuper une position orbitale unique. Donc oui, c'est un gros changement ça vaut finalement pas le coup, surtout quand on a les reins relativement solides et qu'on peut absorber les dommages seuls. Maxime, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir du coup un marché de l'assurance spatiale, une concentration, la disparition de certains ? C'est pas un secret que certains acteurs de l'assurance ont déjà quitté il y a quelques années le marché parce qu'ils finalement ils n'arrivaient pas à y survivre. Et pour autant, le gâteau des activités spatiales grandit, le gâteau de l'assurance spatiale, lui, ne grandit pas de manière aussi proportionnelle. Mais je pense qu'il y a quand même des opportunités ici et là d'aller assurer des nouvelles activités, de nouveaux segments. Finalement, lorsqu'un satellite, un alunisseur est en route vers la Lune, est-ce que cette phase de propulsion, elle n'est pas similaire à ce qu'un autre satellite pourrait faire à isotechnologie autour de la Terre, et du coup aller chercher des opportunités de croissance sur des activités diversifiées, un peu à la marge. C'est vrai, et je rejoins ce que dit Guillaume, c'est-à-dire que le monde d'avant n'existe plus. Concentré dans une poignée d'objets avec un niveau de risque assez faible, des primes relativement rarement activées. Et là, il va falloir plutôt aller se battre pour des petites opportunités qui sont certes plus nombreuses, mais beaucoup plus fragmentées. Édouard Merlet, à la Réunion aérienne, alors vous êtes courtier évidemment, mais vous êtes aux premières loges. Est-ce que vous aussi, vous vous dites qu'il va falloir qu'on évolue vers peut-être une diversification, un repositionnement? Alors nous on agit en tant qu'assureur, on est intermédiaire, oui. Mais on représente les assureurs et c'est vrai qu'on fait de l'assurance spatiale aujourd'hui d'une manière qui est différente de celle qu'on faisait il y a 15-20 ans. On adapte nos pratiques, on adapte nos textes, on adapte la manière dont on va assurer un satellite, par exemple du New Space. On n'est pas obligé d'assurer un satellite sur du lancement plus une période d'1 an par exemple, mais sur du lancement seul ou du lancement plus jusqu'au signal reçu ou de la perte totale. Donc on adapte aussi nos couvertures, on n'en fait pas de la même manière. Et même s'il y a de la volatilité, parce que la volatilité elle est intrinsèque au marché de l'assurance spatiale, on voit que le portefeuille, j'en ai parlé, évolue des risques géostationnaires qui là aujourd'hui se stabilisent et un peu plus de proportion de risques en orbite basse. On a aussi des missions en orbite basse avec des satellites avec des valeurs assez significatives sur des satellites d'observation par exemple, et des projections, alors même si on a un creux sur 2024-2025, mais des projections qui sont plutôt encourageantes en tout cas pour 2026 et 2027. Sur une reprise, en tout cas un transfert du risque des acteurs de l'industrie spatiale vers le marché de l'assurance. Alors comme on arrive quasiment là au terme de cette table ronde, si je vous demandais de me choisir un mot, un adjectif pour qualifier l'avenir de l'assurance spatiale, vous diriez quoi? Fragmenté, renforcé? S'adapter. Adapter. Guillaume? Ça reste passionnant, je ne sais pas comment le dire autrement. Je voulais ajuster juste un petit point. Il faut considérer aussi, pour caractériser la volatilité de l'assurance spatiale, que probablement 80% de la capacité est apportée par des MGA. Ça veut dire qu'ils ont des membres derrière. Ce ne sont pas des grosses sociétés d'assurance qui vont mettre un gros paquet, ce sont des tas de petits membres qui vont individuellement mettre des petites sommes. Ça crée une volatilité de capacité très très grande et je pense que c'est un peu particulier dans le monde de l'assurance. Pour revenir à la caractéristique, passionnant, probablement très incertain et évidemment très lié à l'évolution du secteur spatial. Édouard? Moi je dirais résilient parce que on sait qu'il y a des crises, on fait de l'assurance, il y en a eu dans d'autres marchés, c'est pas propre à l'assurance spatiale, il y a de la volatilité, mais on sait la gérer, à condition que le marché évidemment, j'allais dire, réagisse ou en tout cas prenne conscience des risques auxquels on fait face, mais j'ai toute confiance dans la résilience sur le marché de l'assurance spatiale. Passionnant, résilient, adapté. Merci beaucoup à tous les trois pour cet éclairage fort intéressant sur les défis de l'assurance spatiale. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Et je passe la parole en 2 minutes à ma consoeur Cécile Desjardins. Merci à vous.